Le thème aujourd'hui, c'est le problème musulman donc à la lumière du légitimisme. Donc là, l'idée, c'est que comme d'habitude, c'est que je fasse une présentation pas trop longue, pas plus d'une demi-heure, et ensuite laisser du temps pour les questions. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment faire une sorte de cours d'application, enfin pas de cours, mais de conférence tentant d'appliquer les principes légitimistes à un problème bien concret et qui nous préoccupe, enfin qui nous occupe tous ou que nous avons tous, que nous vivons tous dans notre chair. En introduction, je vais partir du principe que nous sommes tous d'accord sur la réalité concernant le sujet, c'est-à-dire que en France aujourd'hui, en 2022, plus personne ne peut nier que l'immigration en général et l'immigration d'origine musulmane en particulier devient massive avec de nombreux quartiers hors contrôle et une endémie sur toute la France, même dans les campagnes, en tout cas même jusqu'aux villes moyennes et pour toutes les grandes villes sans doute. C'est un problème qui devient visible par tout le monde, partout, et même par les bobos parisiens. Je vais essayer de présenter en trois parties, trois points, disons. D'abord, partir sur une analyse politique, essayer de voir quelles sont les causes de cette situation et quelle est la situation. Ensuite, dans un second point, je vais essayer d'apporter, disons, prendre un peu de recul ou de hauteur et tenter une analyse que j'appellerais providentielle. Donc d'un point de vue providentiel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et en troisième partie, essayer de présenter les remèdes, quels pourraient être les remèdes à ce problème. Donc tout d'abord, je propose pour démarrer l'analyse politique de tout simplement vous lire un discours du roi Louis XX qu'il avait fait donc pour le 25 août 2020, donc il y a déjà 2 ans. Et je propose de partir de ce discours. En tant que légitimiste, c'est toujours bon, quand on peut, de partir des discours du roi. Donc je vous lis ce qu'il avait écrit à l'époque. Chers amis, chers compatriotes, quelle tristesse de constater que d'année en année, la situation de la France se dégrade. Fort de la responsabilité que m'imposent les 8 siècles de royauté capétienne dont je suis l'héritier, la gravité actuelle de l'état de la France m'amène à m'exprimer en ce jour où l'Église fête Saint-Louis, le modèle des gouvernants. Force m'est de constater que notre pays s'enfonce vers des jours de plus en plus graves, alors que j'aimerais que mes déclarations puissent saluer le renouveau que tous les Français fidèles et qui croient en la destinée de leur pays espèrent de tout leur cœur. Atteinte depuis plusieurs années par une crise morale qui l'a fait douter d'elle-même, de sa mission, de son identité, la France doit aussi subir de nombreuses attaques venues de l'extérieur, tellement diffuses et perverses qu'il est difficile de toujours bien les cerner, de trouver les bonnes ripostes. La difficulté est d'autant plus grande que la vérité n'est plus regardée en face et que les mots sont travestis par l'idéologie au point de perdre leur sens. Ceux qui résistent vaillamment sans perdre confiance, souvent animés d'une foi profonde, ne suffisent pas à redresser la situation. Pareillement, nos militaires engagés sur de nombreux terrains au-delà de nos frontières constatent que leurs sacrifices et leur abnégation ne suffisent pas isolément à recréer une dynamique de vainqueurs. Les combats se gagnent certes sur le terrain, mais c'est d'abord dans les cœurs et les esprits que se forgent les conditions de la victoire qui doit trouver son expression politique. Or, bien souvent, la France donne l'impression que cette volonté n'est plus là. Pourtant, il faudrait peu de choses, lui redonner le goût et le sens de la victoire qu'avait la France sûre d'elle-même et de sa mission, et lui rappeler les grands moments de son passé qui demeurent des exemples pour demain. Cet état d'esprit, qui pourrait surgir à nouveau si les Français le veulent, semble oublié, annihilé. Les élites, depuis la Révolution, n'ont agi que par intérêt. Quand reviendra-t-on au bien commun, à la justice, à la protection des plus faibles? Quand acceptera-t-on de redonner aux mots leur sens et d'oublier qu'il n'y a ni incivilité, ni jeunes sauvageants, mais violence gratuite et nouveaux barbares sans foi ni loi qu'il s'agit de combattre et de punir? En effet, chacun de leurs crimes ruine la vie sociale. Or, il est déjà bien difficile pour de nombreux Français déjà confrontés à une situation économique et sociale souvent critique. Pourtant, la dernière crise sanitaire a montré combien nos compatriotes étaient
capables de sursaut d'initiative quand l'État ne les oppresse pas, quand il ne les accable pas d'une fiscalité de plus en plus lourde et injuste puisqu'elle n'assure plus les services publics même les plus essentiels, quand l'État ne s'attaque pas aux libertés. Les Français, en nombre toujours plus grand, se rendent compte que les institutions ne répondent plus à leurs attentes légitimes. Combien de crises faudra-t-il encore? Combien de sacrifices pour que les yeux s'ouvrent? Il y a quelques mois, crise sanitaire aidant, des esprits lucides avaient posé la question de savoir si ces événements, dus largement, au moins dans leurs conséquences, aux erreurs accumulées, qui se traduisent par des centaines de milliers de morts en France, en Europe et dans le monde entier, n'étaient pas l'occasion de réfléchir aux désordres des dernières décennies. Le beau symbole du jour d'après semblait porteur d'avenir. En réalité, quelques mois après, les mauvaises habitudes ont largement triomphé des bonnes résolutions, et les jours d'après semblent encore plus catastrophiques que ceux d'avant. Le vote devant une assemblée quasi déserte de la loi dite bioéthique en est la plus éclatante manifestation. Elle est à la fois contraire à l'ordre naturel et à l'éthique, elle cumule le déni du système représentatif actuel par la manière dont elle a été élaborée et la rupture avec les fondements de l'humanité. Les manipulations contre nature sont en train de franchir une nouvelle étape vers une société de chimères où plus aucune limite ne semble retenir les hommes. La société de la peur et des contraintes est aussi désormais celle de la mort planifiée. Etc. etc. Puisse Saint-Louis, modèle des souvenirs et des gouvernants, protéger la France et aider à retrouver le sens de sa mission. Donc c'était je trouvais un très bon discours qui permettait de remettre au centre un certain nombre de problèmes. Donc il ne cite pas directement le problème musulman, mais il en parle indirectement. Et il propose effectivement des solutions. Mais tout d'abord, ici, j'aimerais m'attarder sur d'abord l'analyse des causes de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc bon, le sujet est aujourd'hui très passionnel, puisque, comme le dit Louvain dans son discours, en fait, ce qui accentue la situation un peu d'hystérie qui existe aujourd'hui, c'est que depuis des décennies, tout simplement, la réalité factuelle, sur laquelle tout le monde devrait se mettre d'accord, normalement, si on était dans un monde qui se passe, c'est un monde qui tourne à l'endroit, cette réalité factuelle était niée pendant des décennies. Tous les politiques, les médias, tout ce qui était officiel niait toute réalité de ces faits et des problèmes, en particulier d'ordre, mais pas que, culturel aussi, que cela impliquait. Aujourd'hui, la réalité devient tellement massive qu'elle est indéniable, et cela peut, par retour de balancier, parfois amener à aller dans un autre excès, où il s'agit de parfois on peut le voir, on va dire, de notre côté, ou enfin disons dans la droite, vous avez vu, on a raison, et de rabattre le caquet en face, c'est une envie bien compréhensible après des années de persécution ou d'avoir été pris pour des idiots, c'est l'envie naturelle que l'on a, mais parfois ça peut aussi faire perdre de vue un peu certaines fois l'analyse froide des causes. Donc, en concluant, aujourd'hui, la cause de cette insécurité, de tous ces points, la cause, disons, directe et prochaine, est évidemment l'immigration massive d'une part et sa composante musulmane très majoritaire d'autre part. Et aujourd'hui, disons que même ceux qui veulent le nier, plus personne n'arrive à le nier. Le problème, et là c'est là où nous légitimistes on peut apporter quelque chose, c'est que c'est pas la cause lointaine ou la cause profonde. C'est-à-dire que quand on veut guérir une maladie, c'est bien de traiter les symptômes. Donc là le symptôme, c'est on peut dire le symptôme de l'immigration et des musulmans qui provoque lui-même des conséquences que nous vivons tous et que nous pouvons subir dans tous ces degrés, parfois très graves. La cause de ça, et ça c'est parfois aujourd'hui on a tendance à oublier, mais c'est très important de ne pas oublier parce que si on ne règle pas sa cause, rien ne sera réglé, c'est qui a créé cette situation et comment cette situation a été créée. C'est évidemment, on le sait, les politiques depuis 40 ans, donc la République qui a ouvert les vannes de l'immigration et fait de la destruction, de l'anti-France tout simplement, en promouvant toutes les cultures halogènes et en particulier l'islam. Et ça, c'est pas une question de parti puisque tous les partis le font, et tous ceux qui ont été au pouvoir et
au-delà. C'est depuis 40 ans que ça dure, mais on peut même voir dans des causes encore plus lointaines, la chienlit qui s'est passée en Algérie, je veux dire avec ces victoires militaires qui ont été transformées en défaites politiques complètes et qui ont installé le fait et la légitimité, disons, de créer cette situation d'immigration massive avec cette accusation par définition de la France et qui elle-même n'est pas nouvelle puisqu'elle provient, voilà, en Indochine c'était pareil avec ces défaites politiques qui ont été complètement voulues par les politiques de l'époque et qui on peut remonter plus loin avec même, disons, les soubassements de la colonisation républicaine qui étaient par définition laïcistes, par définition nationalistes et qui profitaient, disons, des héritages de la grande France pour faire sa petite colonisation à elle pour des raisons soit de puissance, soit économiques, en niant frontalement et en mettant des bâtons dans les roues systématiquement à toute évangélisation et avec une justice, disons, très variable en fonction de qui on avait en face. Par exemple, en Algérie, tout le monde sait que si sur le papier tout le monde était égaux et devant la République, en pratique, et en fait c'était normal puisque c'était impossible que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, il y avait les citoyens de première classe et les citoyens de seconde classe qui étaient gérés par le droit de la charia, etc., etc. Donc ces causes sont lointaines. Et si j'ai choisi ce sujet aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui nous préoccupe tous, et c'est parce que je trouve que même ceux qui sont censés analyser ces sujets-là remontent rarement jusqu'aux causes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une bonne connaissance, disons, de la réalité de ce que nous avons devant nous, les problèmes liés à la fois à la nature de l'islam, à la fois à la réalité de l'immigration aujourd'hui et de toutes les conséquences qu'il y a, mais très peu de gens remontent à la cause première qui est en fait la République et l'idéologie républicaine, c'est ce qui va avec, et moderniste, j'expliquerai un peu plus tard. Et beaucoup de gens essaient de régler les symptômes en remettant une couche de révolution, une couche de république, une couche de modernisme, ce qui, à mon sens, ne fera qu'empirer la situation. Et ça aussi, je m'expliquerai juste après. Ensuite, deuxième sous-point de cette analyse politique, j'aimerais apporter un complément à ce qui est dit habituellement sur la description de la réalité qu'on a en France. Je trouve qu'il y a un peu la tendance, ce qui est logique, ce qui est normal, puisqu'il y a eu une énorme négation faite par les pouvoirs officiels, de se focalisant, enfin, d'avoir tendance à voir, par exemple, l'immigration comme un bloc, et en particulier l'immigration musulmane comme un bloc, ce qui est, à mon sens, factuellement faux. Alors, l'islam, effectivement, est dans ses principes, bon, voilà, c'est une religion fausse, dure, et puis on a, disons, on a l'expérience depuis qu'elle existe en Occident, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Mais il faut, quand on regarde les discours, disons, qui voient le problème de l'islam, on a l'impression pas une suffisante prise en cause, disons, de la réalité sur le terrain. C'est-à-dire que, en pratique, bon, voilà, l'islam, il y a l'islam, mais effectivement, il y a les musulmans. Et on sait très bien, et ça il suffit de voir l'histoire aussi pour le voir, que les musulmans sont extrêmement divisés entre eux. Et en France, et ceux qui sont en France aussi, et en plus, disons, du fait même de leur déracinement. Et donc, quelles sont les divisions les plus saillantes? Donc, il y a les divisions nationales, déjà, hein, évidemment. Les Marocains et les Algériens peuvent pas se voir. Ceux qui viennent du Moyen-Orient, c'est encore différent. Bon, nous, c'est surtout une immigration nord-africaine. Mais voilà, donc des gens qui ont une histoire avec la France. Les Algériens détestent la France, les Marocains, c'est pas le cas. Parce que, comme vous savez, l'Algérie est un copier-coller de l'État révolutionnaire français en Algérie, avec le pire. Et contre pas la France ancienne, mais contre, disons, la France tout court. Alors que les Marocains, c'est pas du tout pareil, par exemple, hein, fondé par, disons, protectorat fondé par l'IOT dans un esprit très légitimiste,
Les Marocains sont en général beaucoup moins touchés par l'idéologie post-coloniale et cette idéologie révolutionnaire et en veulent moins. On leur a pas appris à la haine de la France comme on leur apprend en Algérie, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, il y a aussi des différences ethniques, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre arabes et musulmans, parce qu'en pratique, il y a des grandes différences. Je l'ai vécu personnellement aussi dans des amitiés. Donc, par exemple, des musulmans non arabes, je pense à des musulmans noirs, par exemple, en général, souvent ne peuvent pas se blairer ce qu'ils appellent d'ailleurs les morts, les arabes, parce que c'est souvent des anciens pays dominateurs et voire esclavagistes, ou autre distinction ethnique, kabyle, arabe, c'est pas aussi pareil. Je parle de ça parce que comme en France, on a une forte immigration algérienne, il y a aussi cette distinction-là. Et là-dedans, comme on le sait tous, on a l'argent qui vient du Moyen-Orient et qui, avec ses mosquées, ses prédicateurs et son pognon, avec la bénédiction des élites républicaines qui s'en mettent la moitié dans la poche, l'encouragement du salafisme et donc d'un islam très puriste et, si on pourrait même oser le mot, qui a pris le meilleur ou le pire, ça dépend de notre point de vue légitimiste, le pire de la Révolution et qui fait une sorte de super religion idéologique, etc. et qui tente donc de répandre ça parmi des populations qui ne sont pas forcément de cette tradition, mais déracinement aidant, communautarisme et promiscuité aidant, ça se répand. Mais la situation est quand même très, morcelée. Et je veux dire que et c'est important d'avoir conscience de cette réalité si on est dans une position de pouvoir et qu'on veut régler ce problème, c'est évident qu'il y a tout un tas de choses à faire, tant diplomatique mais tant sur place, tant sur les financements, sur tout un tas de choses, sur tout un tas de leviers pour pas que ça se cristallise justement, pour jouer des divisions qui existent, éviter couper les racines des choses les plus dangereuses, style salafisme et tous ces financements-là, et avoir conscience de l'histoire particulière qu'on a avec chaque communauté, etc. Et protéger ceux qui sont faibles aussi par rapport à ceux qui sont plus forts, parce que le colonialisme arabisant est quelque chose qui existe depuis le début peut-être, et il y a d'autres populations qui peuvent être musulmanes, mais qui sont aussi victimes de cette domination un peu arabisante. Je reparlerai de l'islam après. Donc, on a sur ces mots l'immigration, la cause prochaine, c'est l'immigration et l'islam. Et la cause première, c'est les politiques depuis 40 ans, la République, et la volonté de ne pas analyser toutes ces causes. Et donc, en fait, l'idéologie de l'anti-France, parce que derrière ça, c'est remplacer, on le connaît, remplacer le prolétariat par un prolétariat qui est en fait les étrangers. Et puis, ça permet de détruire encore plus rapidement la France, puisque foncièrement, la République, même s'il y a des périodes plus ou moins, disons, aiguës, ce qui la fonde quand même, c'est la haine de la France, telle qu'elle est dans son histoire. Dans une deuxième partie, tenter de faire ce que j'appellerais une sorte d'analyse, j'allais dire providentielle, dans le sens d'un point de vue légitimiste. Voilà, on a toute l'analyse politique que n'importe qui normalement peut faire s'il est de bonne foi et avec sa raison, etc. Mais quand légitimiste, on apporte une vision assez providentielle, on sait prendre de la hauteur. Et là, donc, j'aimerais juste vous présenter quelques exemples de mon histoire personnelle, c'est-à-dire on a tous vécu, je pense, des choses par rapport à l'immigration, mais j'aimerais prendre juste 3 exemples. Le premier exemple, c'est il y a longtemps, mais disons, mon épouse et moi, à l'époque, on n'était pas encore mariés, on n'était pas catholiques, très, très mal croyants, disons, et pas du tout, mon épouse pas du tout. Nous avions un ami qui était musulman, tunisien, extrêmement... on n'est pas du tout du même monde, c'était manger du McDo, complètement américanisé, et très vulgaire, tout ce que vous voulez, mais qui était musulman, qui faisait ses prières,
oui, buvait parfois, mais enfin, bref. Et un jour, je ne sais plus comment, on discute et ça parle un peu de religion et en gros, mon épouse lui dit mais c'est débile d'être musulman, enfin de croire à un dieu, tout ça, enfin c'était vraiment le discours disons laïcard, un peu qu'on nous apprend, etc. Et puis ce musulman très simple en fait disait mais le soleil, enfin genre presque goguenard, mais qu'est-ce qu'elle me raconte comme bêtise celle-là. Mais le soleil, mais qui l'a fait, tu crois qu'il s'est fait tout seul? Et ça avait séché mon épouse à l'époque. Et ça a été une sorte de graine qui disait, mais oui, en fait, la possibilité de la religion. Et puis, voilà. Ça, c'était un exemple. Après, un second exemple, c'était pendant la manif pour tous, où moi, personnellement, j'ai fait mes armes. On avait collé des affiches, etc. Pas moyen de faire des exemples personnels, mais je trouve qu'ils sont assez parlants. Et à l'époque, je me souviens, c'était en pleine nuit à Cergy-Pontoise, donc dans la banlieue où vous savez, il y a plus de 50% de Nord-Africains, 25% de Noirs et le reste de Blancs. Donc là, on est en plein voilà, dans les problèmes qu'on a, hein, dans le grand remplacement et compagnie, mais qui est composite. Hein. C'est ça qui est intéressant à Cergy-Pontoise, c'est que tout est composite, il n'y a pas vraiment de communauté qui domine sur les autres, donc c'était relativement calme. Mais donc on a collé des affiches pour la manif pour tous, etc. Il était 1h du matin, on était sur une route complètement isolée, et là on voit ce qu'on appelle des racailles, quoi, tout simplement, qui passent, et qui nous regardent comme ça, on se dit, oula, les mecs, qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, quand ils voient ce qu'ils font, ils disent, ah ouais, super, on vous soutient à fond, super sympa, quoi. Et deuxième chose, pas au même moment, mais dans une autre chose, ce qui était marquant, c'est qu'en fait, il n'y avait aucun musulman qui venait manifester, quasiment aucun musulman qui venait aux manifestations. Pas aucun, en fait. Il y avait un ou deux collectifs, je me souviens qu'on avait vu, mais quasiment aucun. Et ce qui montrait deux choses intéressantes, c'est que, par exemple, tout ce qui était loi naturelle, il était quand même bien plus droit que nous, hein, tout ce qui. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, il n'y en a rien à foutre pour participer, pour lutter politiquement, parce qu'ils considéraient que c'était pas leur pays. En fait, si on se met à leur place, je me suis dit, ouais, il y a une certaine logique. Et une troisième chose aussi qui m'avait marqué, alors je sais plus c'était à quel moment, mais il y avait Daesh qui avait fait un discours officiel. Puis ça, on l'entend aussi de temps en temps quand ces groupes terroristes ou autres politiques ou tout ce qu'on veut appellent à se battre. Souvent, il décrit l'Occident comme la puissance chrétienne sous la bannière de la croix, ces mécréants chrétiens, idolâtres qui viennent nous envahir, il faut résister, etc. Et ça m'avait marqué parce que je dis, ils sont sympas, ils nous font vraiment des compliments, mais c'est plus du tout ça la réalité. Ils ont une vision complètement en retard, enfin décalée. La réalité de la France à l'heure actuelle n'est plus c'est plus la France de Saint-Louis qui vient sauver les chrétiens et le tombeau du Christ en Orient. Mais dans les discours, il y a un peu ça. Je pense à ça parce que c'est pas du tout pour les musulmans, mais par exemple, au Japon, on a exactement la même tendance, c'est-à-dire que la vision de l'Occident en particulier, en général, et de la France en particulier, c'est au minimum la France d'il y a 50-60 ans. Souvent, c'est plutôt la belle époque, et si c'est pas avant. Ce qui, en tant qu'étranger, permet de prendre conscience de ce qu'était la France avant, hein, parce que quand on est en France, parfois c'est difficile de le réaliser, parce que tellement ça c'est décalant rapidement, mais en même temps, ce décalage est intéressant, parce que ça ne correspond pas à la réalité, mais bref. Et d'un point de vue providentiel, donc pour finir, on y voit une sorte de justice divine, parce que finalement, on ne prend que les conséquences de décennies de politiques fondées sur de mauvais principes, pour être exact. Et bizarrement, cette présence de musulmans en France a forcé la remise du fait religieux, disons, si on peut utiliser ce mot qui n'est pas très heureux, mais bref, au premier plan. Je
je suis toujours impressionné. Je me souviens quand j'étais plus petit, il y a 15 ans, où que la religion, on pouvait pas, enfin, c'était très difficile d'en parler. Maintenant, je trouve que ça devient de plus en plus simple et que la religion devient un sujet et que et même sur la loi naturelle, que de plus en plus la contre-nature, bon, c'est eux qui ont le pouvoir, ils font n'importe quoi, mais pour la majorité de la population et dont la population immigrée, tout ça semble une absurdité, mais complète, que ce soit le féminisme, compagnie, etc. Et que c'est une sorte de punition, quelque part, vous êtes tellement contre nature et vous abandonnez votre religion, bah, donc si vous faites rien, vous serez sur la loi de la charia et ce sera bien fait. Après, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour pas que ça se passe comme ça, mais clairement, voilà. Il peut y avoir quelque chose de présidentiel. Donc les remèdes, et je vais finir c'est rapidement sur ça. Quels pourraient être les remèdes? Bon, déjà, il n'y a pas du tout de désespoir à avoir ou quoi, hein, parce que quand on regarde l'histoire, tout est possible en politique. Hein. Isabelle la catholique, après la Reconquista, la vraie, je parle, a expulsé les Mourisques et les Juifs, et ça s'est bien passé. Ça s'est passé sans massacre, etc. Alors que c'était des terres qui étaient quand même sous domination musulmane depuis des siècles. Hein. Voilà, surtout avec les techniques que nous avons aujourd'hui, des mouvements de population massifs sont des choses qui peuvent être simples si c'est bien fait. La question, en fait, le problème, c'est pas au niveau ni des solutions, disons, purement logistiques qui sont assez évidentes, comme dit le roi, déjà, punir les crimes, tout simplement. Enfin, c'est quelque chose qui semble débile à dire, mais on punit pas les crimes, et même c'est l'inverse, on punit les victimes. Donc, comment on peut imaginer que ça... Enfin, c'est complètement logique la situation où on est. Hein. Il ne faut pas oublier que quand la France avait l'Empire, dans les endroits musulmans, bah, il y a eu la guerre d'Algérie à la fin, par exemple en Algérie, pour tout un tas de raisons. Mais enfin, quand l'ordre était mis, hein, et c'est juste une question de justice élémentaire. Et c'était pas la France métropolitaine, hein, c'était ailleurs. Donc c'est parce qu'on faisait la paix entre les différentes ethnies, etc., etc. Mais je pense que fondamentalement, les deux, on ne pourra pas avoir de solution pérenne tant qu'on ne revient pas à Dieu et au roi. Le roi, parce que c'est le garant de la hiérarchie et la justice, le bien commun et les lois naturelles. Et un des biens communs, c'est la paix et la justice envers tous. Et en fait, on a l'expérience de ça, hein, puisque regardez, pendant les guerres de religion, à l'époque, protestants et catholiques, quand on regarde ce qui s'est passé entre la Ligue et les protestants, c'était pas... voilà, hein, il y a eu une guerre civile quand même, hein, et malgré ça, après, on a réussi à en sortir. Il y a toujours des plaies, etc. Quand on imagine que le chef de file, qui était vu comme tel, des protestants, Henri IV, c'est quand finalement converti, et c'est grâce à sa conversion, et a pu ensuite faire la paix et régler la guerre sans recréer des injustices, comme c'est si bien le faire la République, au lieu de régler par la paix, il oublie les différends, que ce soit après la Seconde Guerre mondiale, ça c'est bien connu, mais de rajouter de l'injustice à déjà des situations difficiles. C'est pas comme ça qu'on va régler, c'est sûr, le problème. Donc revenir au roi pour remettre la hiérarchie à la justice et la loi naturelle, je veux dire, parce qu'il faut aussi comprendre que, en gros, il n'y a pas de solution à l'heure actuelle dans ce qui se passe. On peut régler les symptômes en étant dur, bon, il n'y a pas de souci. Mais si tout ce qu'on a donné contre ça, c'est les mini-jupes, le dévergondage et la décadence à tous les niveaux, comme on le montre, bah moi je suis musulman, je suis désolé, je vous écrase et je mets la charia parce que je n'ai pas envie de vos mini-jupes, je n'ai pas envie de votre négation d'autorité, je n'ai pas envie de votre négation du père. Là on parle de choses naturelles, vous voyez, hein, c'est la loi naturelle. Et tant qu'on ne revient pas à cette loi naturelle, ça ne va pas s'améliorer. Et là, c'est là où il y a un vrai travail à faire sur les gens qu'on connaît. C'est-à-dire que tout le monde voit le problème musulman, ça c'est bien, mais en revanche, il faut commencer à arriver à faire comprendre que c'est pas en mettant plus de modernisme que ça va régler quoi que ce soit. Ça va faire qu'empirer, parce que déjà, ça accélère notre décadence d'une part, et en plus, ça justifie, ça légitime, disons,
les menées envahissantes de ces populations, qui ne sont pas unies, et revenir à Dieu. Ça, c'est l'autre point, c'est-à-dire que historiquement, on a toujours cherché, c'est de la charité normalement de base, de convertir les populations. Si par exemple en Algérie ça s'est très mal passé, c'est parce que la République a tout fait à un moment donné avec la collaboration disons des hiérarchies sur place, les hiérarchies catholiques sur place, de ne pas faire de mission. Et bien voilà ce que ça donne à la fin. Parce que nous avons une vraie expérience avec l'islam, ça fait 8 siècles qu'on est en guerre, on peut le dire. Et c'était pas un problème, c'est mieux d'avoir un ennemi clair, et on se connaît bien, on peut se respecter entre ennemis. Mais faire semblant de dire que tout va bien dans un monde où tout le monde va bien, ou alors de dire, en gros, vous vous dévergondez ou vous vous cassez, c'est pas un choix. Alors, il faut leur dire, ou vous vous convertissez, ou vous partez, ou vous restez là, mais à la moindre incartade, vous en prenez sur la tête. Normalement, dans un monde un peu chrétien, c'est comme ça, mais il faut donner la possibilité de conversion, sinon ça ne marche pas très bien. Je laisse la parole pour les questions. Je vous en prie, n'hésitez pas. Pardon, juste une question qui est plus de définition lexicale. Quand Oui. vous parlez d'islam, à quoi finalement est-ce que vous faites référence? Puisque par exemple dans le cas du christianisme, je suppose que vous faites référence à une forme institutionnalisée qui est le catholicisme tel qu'on le connaît. C'est beaucoup plus compliqué pour l'islam qui joue Bien pas sûr. de clergé. Et du coup, voilà, est-ce que vous pouviez peut-être dégrossir Non, je vous en prie, c'est une question très importante. Effectivement, c'est le vrai problème que ça, on peut pas vraiment définir l'islam comme on pourrait définir l'Église catholique, puisque comme vous venez de le dire, pour ce qui est de l'islam sunnite, il n'y a pas d'hierarchie. D'où d'ailleurs, j'essaie de faire un peu une distinction et de voir la réalité qu'il y a en France sur cette immigration, etc., et les divisions qu'il y a entre communautés, entre nationalités et entre ethnies. Mais il y a aussi cette division entre branches de l'islam dans le sunnisme lui-même. Les salafistes, c'est pas l'islam d'Afrique du Nord qui est pas l'islam asiatique. Et entre chiisme et pas chiisme, par exemple, le chiisme a une église, enfin une hiérarchie, disons, donc c'est beaucoup plus facile de discuter. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Mais voilà, c'est pour ça que ce que j'essaie de présenter aujourd'hui, c'est dire, voilà, bon, l'islam, comment dire, parce que c'est difficile à définir, mais en même temps, c'est aussi clair que tous, disons, revendiquent une sorte de tronc commun qui serait plus de la pratique, en fait. Et enfin, le Coran, l'arabe, pour ce qui est culturel, plus une pratique qui est plus ou moins la pratique de la charia, mais en fait interprétée par n'importe qui et comme vous voulez. Donc effectivement, si on peut dire que voilà, c'est toujours pareil, c'est pas parce qu'il n'y a pas de hiérarchie et que ça se divise en plein de sectes. En fait, toutes les religions font ça. Que le bouddhisme, c'est encore pire. Ne parlons pas du protestantisme. Que l'on ne peut pas non plus dire des généralités sur la doctrine, disons, commune et le dogme. Donc bon, je ne suis pas un islamologue ou quoi, je ne sais peut-être pas faire une définition, mais pour le dire simplement, on pourrait dire que c'est une hérésie judéo-chrétienne qui, comme d'ailleurs la plupart des religions non catholiques, fusionne le politique et le religieux. Donc la hiérarchie politique, c'est la hiérarchie religieuse. Mais en fait, quand on regarde, à part les catholiques, toute religion fait plus ou moins ça. Et bon, après, le problème sous-jacent, c'est l'aspect culturel aussi. Voilà, on a des importations de communautés ici avec des habitudes culturelles qui viennent de là-bas. Voilà. Mais bon, l'islam et le Coran, normalement pas arabe, mais arabe, et ce tronc commun de l'islam. Et quand on voit voilà, et avec n'importe qui peut interpréter n'importe quoi, et si on va dans le purisme coranique, ça apporte ouais, le djihad et compagnie, ça c'est certain. Ceci dit, après il faut tout de suite remettre la complexité de la réalité sur le terrain
C'est comme, si vous voulez, ces discours-là, en fait, c'est pas nouveau, enfin, dans le sens, c'est nouveau parce qu'on l'applique à l'islam et qu'on n'a pas eu cette habitude, on n'a pas eu besoin dans l'histoire de le faire. Mais je sais pas, quand on a des discours, par exemple, sur le protestantisme, bah, il y a un peu, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on peut parler, aujourd'hui, je sais pas essayer de parler de l'islam en tant que islam, j'essaie de parler plutôt du problème musulman, c'est-à-dire comment régler un problème concret. Euh, c'est un peu la différence qu'on pourrait avoir entre parler du protestantisme sans trop faire la différence entre les différentes sectes, en disant où est l'erreur du protestantisme, et parler du problème protestant qu'on pouvait voir en France juste après la guerre de religion, sur comment régler concrètement le problème. Vous évoquez les mouvements de population, et notamment le fait que ces mouvements de population, on a pu les connaître dans l'histoire, ce que j'entends parfaitement. Toutefois, aujourd'hui, c'est souvent un argument qui doit vous être proposé, je suppose, la faisabilité d'un tel projet s'oppose à tout un tas d'institutions, à tout un tas de principes généraux du droit, on pourrait dire, etc. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, nous sommes dans la réalité du régime politique à l'heure actuelle, avec ses lois, tout ça. Sauf que, mon point de vue, c'est que là, on est vraiment dans un moment de décadence tel que le principe de la réalité va reprendre le pas, et ces institutions sont déjà mortes, dans un sens. Hein. Et puis en France en particulier, mais on est déjà à moitié, voire c'est pas complètement, déjà en dehors de l'état de droit. Hein. Qui aurait pu imaginer, ne serait-ce il y a 3 ou 4 ans, qu'on aurait un Auschwitz pour circuler. Donc, c'est-à-dire que je trouve l'avantage de tout ce qui s'est passé depuis quelques années nous prouve que rien n'est impossible d'un point de vue. C'est juste des blocages. C'est pas des blocages institutionnels, c'est des blocages parce qu'on pense que c'est impossible. Mais quand la réalité l'exige, en fait, la réalité bouge. Donc la situation déjà peut changer sur les institutions, et je pense qu'elle ne peut que changer, en fait. Hein. Et donc ça rejoint à la seconde question. Et après, j'apporterai une petite précision sur les valeurs chrétiennes. C'est le modèle assimilationniste vs. En gros, on expulse tout le monde. En fait, c'est pas ça. C'est les deux, si vous voulez, en même temps. C'est-à-dire que le problème, c'est vraiment rétablir les bons principes. C'est-à-dire que depuis 40 ans, et là tout le monde, maintenant, on a marre de ça, parce que là, tout le monde vit les conséquences. Donc c'est-à-dire qu'on a fait rentrer en masse n'importe qui, même des gens qui n'en avaient pas forcément envie, ou on les a trompés sur la marchandise, pour n'importe quoi, et en fait, surtout pour détruire la France. Il faut déjà régler les choses qui sont évidentes. C'est-à-dire que les clandestins, c'est les clandestins déjà. Ensuite, tous ceux proposés. Je veux dire, par exemple, quand il y a eu Isabelle la catholique, tout ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein, et on sonde, on discute. Il n'y en a pas qui veulent retourner. Vous voyez, c'est un peu le bordel ici. Vous avez vraiment envie de vivre au RSA et de rien faire pour votre pays, etc. Je suis sûr qu'il y a plein de gens. Enfin, c'est pas une question. Voilà. Le problème, c'est qu'on est dans un mode républicain où tout se fait par la force, le massacre, le totalitarisme, le paganisme. Normalement, dans un monde, dans une royauté chrétienne et catholique, ça se fait pas comme ça. Hein. On essaie d'arranger les mondes, et quand il y a des injustices, on utilise la force. Mais c'est pas la force d'abord, et je réfléchis après, quoi. Le problème, c'est que comme on est dans un monde institutionnel qui est inversé et un poison, toute solution devient mauvaise, en fait. C'est ça le point de vue, je dirais, si on applique la doctrine légitimiste sur ce point-là, c'est que le problème que nous avons actuel est vraiment institutionnel dans ce sens-là, et donc du régime, parce que toute solution, même celles qui pourraient être bonnes, deviennent mauvaises parce qu'elles sont appliquées dans une logique révolutionnaire. Vous voyez, c'est pas blanc ou noir, c'est appliquer à chaque réalité ce qu'il faut appliquer. Et ça, je suis pas sûr que même ce travail est fait. Et puis, comme on parlait pour la hiérarchie auparavant, ça dépend des communautés. Il y a des communautés qui ont des représentants, d'autres non. Mais par exemple, l'idée débile de vouloir créer un islam de France, c'est juste... c'est vraiment un truc révolutionnaire. Vous voyez, il n'y a pas de réalité au départ, et on impose de créer une sorte de réalité qui n'existe pas. C'est tout à fait dans la veine idéologique. Vous ne pensez pas que ça a fonctionné pour le judaïsme, pour le coup Oui, mais le judaïsme... Parce qu'en fait, ce modèle... Oui,
Mais le judaïsme a une certaine hiérarchie qui existait auparavant et avait une longue histoire en France qui existait. Donc en fait, il y avait des interlocuteurs. Et je suis pas sûr que ça ait bien marché parce que c'était scandaleux à l'époque, dans le sens où c'était une façon de mettre sur le même pied d'égalité la religion catholique et les autres religions. Alors que 99% de la population était catholique et que personne ne niait que c'était la religion de la France. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et pour revenir sur donc l'assimilation, oui, mais simplement pas une assimilation républicaine, vous voyez. Je veux dire, les valeurs chrétiennes, oui, mais en fait, les valeurs chrétiennes n'existent que parce qu'il y a la foi catholique, et quand on tue la foi catholique, donc c'est pour ça qu'il y a aussi une question de restauration dans l'Église. Et je pense que rien ne peut passer, n'aura pas de solution pérenne sans ça, parce que, comme je disais, si c'est pour vendre du républicanisme de base, enfin, toutes les valeurs contre nature, ça peut pas marcher. Et le problème, c'est que les valeurs chrétiennes, on a tendance à croire, et ça, je crois que c'est la grande, disons, erreur à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas l'expérience en fait. Enfin, c'est compliqué à voir, mais moi qui suis au Japon, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué dans mes recherches aussi. C'est-à-dire, on a tendance à croire que les valeurs chrétiennes peuvent exister sans l'Église catholique. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la Révolution, parce que soi-disant on est dans un État laïque, et qu'on a l'impression que depuis 2 siècles, en fait, si ça a marché, et que l'Occident a conquis en gros toute la planète sans la foi. En fait, c'est faux, parce que même si les États étaient plus chrétiens, et donc c'était des gros, disons, révolutionnaires païens qui revenaient à toutes ces choses païennes, les pays la France en particulier, était catholique et très chrétien, et profondément chrétien depuis 1000 ans, et en fait, c'est comme si vous voulez, la sève de tout ça irriguait encore toute la société, et donc ça faisait que plutôt malgré les États qui étaient complètement fous, les pays ont continué à être catholiques et ont sauvé et ont réparé plus ou moins, enfin en tout cas minimisé les dégâts faits par les politiques révolutionnaires. Je sais pas, un Lyoté au Maroc, il fait pas de la République, hein, et il le fait malgré la République qu'il a au-dessus de lui. Les missionnaires qui vont en Afrique, c'est pareil, ils le font malgré la République qui leur met des bâtons dans les roues. Mais parfois, voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est pas intéressant parce que, ça fait mal, mais c'est intéressant d'un point de vue, disons, du chercheur froid qui regarde la situation. C'est que depuis 50 ans, 60 ans, la racine de la foi a été coupée, la sève arrête de couler. Et là, on arrive au moment de bascule, je trouve, où la sève étant coupée, en fait, les valeurs chrétiennes sont en train de mourir. Et par exemple, on le voit, c'est massif. Moi, je trouve que ça par exemple, juste la situation matrimoniale, si vous voulez. Là, il n'y a plus de mariage. C'est fou, hein, en l'espace de 50 ans. Alors, c'est un truc qui, depuis 1000 ans, et la monogamie, etc., était admise comme quelque chose de complètement normal. En l'espace de 50 ans, ça s'est explosé. Ce qui prouve bien qu'on ne peut pas faire de valeurs chrétiennes sans la sève chrétienne. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que je suis au Japon, ce qui est intéressant, c'est que même les institutions au début qui étaient sécularisées, mais qui étaient en fait des institutions chrétiennes, le mariage du code civil au début, c'est le mariage chrétien sans le prêtre. Alors en fait, ça l'a tué le mariage. Mais comme l'institution était très forte, c'est déjà une sorte de progrès immense par rapport à ce qui existe partout dans le monde païen. Par exemple, ici au Japon, c'était. Bon, pour les petits peuples, il n'y avait pas de mariage, tout simplement, et pour les grands, c'était une sorte de polygamie, enfin, concubinage. Enfin, il y avait une épouse principale quand même. Donc, c'était une monogamie nominale à des concubines pour avoir pas mal d'enfants. Juste le fait d'importer, mais sans connaître la religion, mais d'importer l'institution chrétienne, a fait une sorte de bond comme ça. Mais ça dure pas longtemps dans le temps. C'est juste. Si on ne met pas la sève et qu'on ne reconnecte pas, c'est un peu comme la queue du lézard qu'on arrache du lézard, hein, elle continue à bouger pendant un moment, hein, puis au bout d'un moment, elle meurt. Donc la simulation, oui, mais je pense que c'est en fait impossible d'avoir des valeurs chrétiennes sans la sève. Et la sève, c'est la foi chrétienne. Et de fait, peut-être y a-t-il plus l'empreinte du droit naturel qui est restée au Japon qu'elle l'est restée chez nous. Et comment vous expliquez justement le fait qu'en France,
50 ans en fait, peut-être un tout petit peu plus, mais même si on prend la base d'un siècle, c'est rien par rapport effectivement à l'histoire de France, a complètement coupé culturellement. Alors, c'est une très bonne question. Typiquement, j'avais exactement la même analyse en venant ici et je trouvais, enfin, ça a été pour moi une prise de conscience sur tout un tas de choses de droit naturel. Et quand je vous disais aussi l'intéressant de conservatoire de choses que l'Europe a perdues, des choses débiles, mais même dans la culture matérielle comme le vêtement, ici on peut encore on peut encore s'habiller quand on s'habille à la belle époque. Alors que nous, je suis même pas sûr qu'on sait encore faire ces vêtements. C'est pas du japonais, mais c'est les japonais qui font la culture européenne de la belle époque. Donc toutes ces choses-là sont effectivement attachantes. Et enfin, pour revenir, pourquoi? Alors, deux choses. C'est-à-dire que chez nous, c'est apostat, si vous voulez. C'est pas juste contre nature, c'est en plus apostat. Donc, je pense que... Alors, je sais pas s'il y a que la France à ce point-là, mais j'aurais quand même tendance à dire que c'est la France. Les élites anti-françaises sont les plus activement apostates et destructrices. C'est-à-dire que c'est volontairement destructeur de tout l'ordre. Et comme en France, l'ordre naturel était est complètement fusionné à l'ordre surnaturel, et ça je pense c'est une particularité de la France, c'est-à-dire que par son histoire, l'ordre naturel en France est fusionné à l'ordre surnaturel, ce qui a fait que la France avait sa place particulière, son destin particulier, etc. Et derrière, on a des apostats, donc des haineux, conscients et actifs et excités, qui ont détruit ça, enfin qui veulent détruire ça et qui le veulent depuis le début et depuis longtemps, et qui matraquent en continu. Et en attaquant l'ordre surnaturel et naturel, parce que en gros en France les deux sont liés, donc il faut détruire la nature si on détruit la nature, on a détruit la surnature. Finalement c'est la grande découverte de l'hérésie moderniste, c'est-à-dire qu'avant les hérésies ça s'attaquait à des choses surnaturelles dans les premiers siècles, ben là ils sont allés encore plus massivement, on détruit la nature et comme ça la surnature elle peut plus travailler sur rien du tout. Parce que évidemment quand on n'a pas l'ordre naturel, quand on n'a plus d'autorité, qu'il n'y a plus de père, etc., bah, c'est beaucoup plus difficile de faire l'analogie avec Dieu le Père, le Créateur, etc. Tout ça ce sont des réalités naturelles qui nous parlent de Dieu. Donc en détruisant la nature, on détruit en fait des choses qui sont à l'image de Dieu. Donc pour n'importe qui ça devient plus difficile d'aller à Dieu. Bref, ça, je pense que ça c'est une cause très importante, c'est-à-dire que cet acharnement continu, et bizarrement, à contrario, ça montre la force de notre pays. Parce que malgré ça, la France existe encore. Quand on imagine mais la haine destructrice qui n'arrête pas depuis 2 siècles, c'est incroyable, c'est même miraculeux que la France existe encore. Ouais, ça, personnellement, j'en suis arrivé là, quasiment. Alors, pour revenir sur l'Asie et sur le Japon en particulier, il y aurait 2 choses, c'est-à-dire que en fait l'ordre naturel reprend toujours ses droits au bout d'un moment. Disons que comme ça continue comme ça en France, au bout d'un moment, quand on va contre la nature, il y a un tel désordre que le désordre, c'est plus possible, donc on revient à un ordre, forcément. L'ordre peut être injuste, peut être dur, tout ce qu'on veut, mais on est obligé de revenir à un ordre qui est moins désordonné que le désordre complet qui va contre la nature. Donc on est obligé de revenir à quelque chose qui a de la nature. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans le désordre, on voit d'ailleurs cette loi naturelle, hein, parce que finalement, je ne sais pas si je prends un principe politique, c'est toujours la minorité qui dirige, tout le temps. Et c'est comme ça que Dieu veut que les pays soient faits. Ben, dans un monde catholique, disons légitimiste, on dit oui, on l'admet, et c'est ça, et c'est le roi qui incarne cette autorité, et l'aristocratie, et puis d'autres autorités plus locales, comme le père de famille dans la famille. Et en fait, en démocratie, on nie ce principe, mais en fait, il réapparaît. C'est-à-dire qu'on l'a nié, et c'est juste que cette minorité devient cachée, et qu'on la voit plus devant, mais qu'elle est derrière. Et ce qui fait que ça devient complètement tordu, scabreux, pervers, parce que tout le monde croit quelque chose, et en fait, c'est contre la réalité, et donc ça crée du désordre, et au bout d'un moment, ça pète. Ce que je voulais dire, c'est que donc, pour l'Asie, l'ordre avant Meiji était forcément plus naturel. Parce qu'un ordre trop contre nature ne peut pas survivre.
Et comme il y avait cette naturalité, et que en face, finalement, c'est ça qui est très paradoxal, c'est que quand le Japon s'est percuté à l'Occident, les États qu'elle avait en face n'étaient plus des États chrétiens au fond. C'était des États comme elle païens, donc puissance, empire, tout ce que vous voulez. Donc ils se comprenaient, si vous voulez. Mais institutionnellement, c'était quelque chose que jamais un païen n'aurait pu créer. Et donc ça a créé une sorte de complexe, mais comment c'est pour les gens ici, enfin une sorte de complexe d'infériorité, supériorité, dire mais comment c'est possible qu'il soit aussi fort, alors que pour ce qui est des idéologies à l'époque les plus avancées, ils voyaient déjà qu'il y avait l'individualisme, tout ça, ça semblait complètement fou, mais comment c'est possible? Enfin, en tout cas, à un moment, on arrête de se poser la question, on importe les institutions sans trop importer les idéologies, et ça marche pendant 50 ans. Bon, en revanche, en fait, il faut vraiment, nuancer la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ici, bon, on n'a pas d'apostat, parce qu'il n'y a pas de catholicisme. Donc, si vous voulez, c'est un peu aussi comme en Occident, quand on étudie l'histoire de la franc-maçonnerie et tout ça, en fonction des pays où des pays, elle réagit pas de la même façon. Les pays qui sont très catholiques, elle est super agressive et elle crée des révolutions et tout ça. Et les pays où elle n'est pas catholique, qui sont pas catholiques, comme l'Angleterre, bah, elle fait du commerce, quoi. Hein, et elle avance son idéologie en sous-main. Mais elle va pas forcément aller attaquer de façon frontale la nature ou comme ça. Et ben, au Japon, on n'a pas d'apostat parce qu'il y a pas trop de catholiques, et finalement il y avait même une tradition apostate plus ancienne, puisque l'ère Edo s'est fondée quand même sur la négation du catholicisme. Donc il n'y a pas cette force, disons, active, destructrice, qui vient taper sur tout ce qui est naturel, aussi forte que chez nous. Elle existe, hein. Elle existe, et elle a vachement détruit. Hein. En fait, l'image qu'on a du Japon en France, que j'avais moi aussi, est aujourd'hui est très fausse. Hein. Vous disiez que l'ordre naturel reprend toujours ses droits. Et il me semble que c'est pas la raison pour laquelle l'Asie a tenu mieux que nous, en fait. Il me semble que la raison pour laquelle l'Asie a mieux tenu, c'est parce que le bouddhisme se prête beaucoup mieux au syncrétisme que la religion chrétienne. Et je me demande si c'est pas cette plasticité qui a donné au Japon une sorte de force culturelle. Je vous en prie. Alors, c'est une question très intéressante. C'est effectivement ce qui est souvent dit. C'est ce que je croyais aussi au départ. Et en pratique, je me suis percuté à la réalité sur le terrain, et je pense que en fait c'est pas le cas du tout en fait. C'est-à-dire que, dans un autre sens, disons que c'est pour ça qu'ici il n'y a pas de problème pour l'ordre mondial et les francs-maçons. C'est que le bouddhisme est une sorte de, enfin c'est effectivement une sorte de non-religion, d'anti-religion, hein, vraiment. En particulier le zen contredit même, disons, les principes de logique élémentaire, c'est-à-dire qu'on peut démontrer n'importe quoi et ce qu'on veut et comme on veut, et c'est vraiment une religion de l'homme. Et en fait, ce côté syncrétique, c'est toujours, dans l'histoire, même chez les Romains, au début, quand il y avait le christianisme, c'était toujours l'argument pour dire les chrétiens, machin truc. En fait, l'histoire montre non, pas du tout, en fait, puisque regardez la France, il y avait les Romains, qui avaient déjà intégré tout un tas de peuples différents, et puis il y avait les Gaulois, il y avait les Francs, etc. Et tous ces gens qui étaient de cultures très différentes se sont retrouvés dans la même foi, justement. Et ça n'a pas posé de problème. Je pense qu'à l'heure actuelle, si ça se passe mieux, ça se passe mieux. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas cette force destructrice en continu, mais en revanche qu'on voit, et c'est là où c'est très intéressant pour moi en tant que contre-révolutionnaire d'être au Japon, etc., c'est qu'on voit les effets des principes modernistes qui ont les mêmes effets que chez nous. C'est juste une question de vitesse ou de temps. J'ai l'impression qu'au Japon on est, disons, il y a 30 ans ou 40 ans en France. C'est-à-dire que si on pouvait revenir, je sais pas moi, dans les années 70 en France, ou début des années 80, eh ben, la situation allait très bien. On pouvait avoir l'impression que finalement la société fonctionnait, que l'ordre était en place, même si les principes étaient très mauvais. C'est un peu ce qui donne cette impression que ça donne quand on est au Japon à l'heure actuelle, c'est-à-dire que par inertie, il y a tout un tas d'institutions qui restent, qui sont
qu'on cherche plus ou moins à casser ici ou là, mais que globalement on casse pas. Et aussi, si vous voulez, c'est un peu le talent, j'allais dire, païen, qui a été à un moment, pas apostat, mais qui a... C'est-à-dire, vous voyez, de fonctionner sur... d'utiliser les vices des gens pour maintenir un ordre. Mais en fait, ça devient un ordre très dur et très artificiel et sans charité. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer, je pense, encore en France, parce que nous, même les gens qui sont complètement... qui ont perdu de vue notre tradition, en fait, on raisonne encore sur des bases chrétiennes qui sont, en fait, fausses quand on n'est pas en monde chrétien. Pour prendre un exemple, l'amitié, voilà, c'est pas du tout la même définition. Hein. Voire ça, je dirais que ça n'existe pas. Enfin, y a la charité, c'est quelque chose vraiment qui n'existe pas dans un monde païen, et ce qui fait que ça peut... Et donc ça fonctionne parce qu'on se base... Par exemple, j'ai eu un exemple récent sur la hiérarchie. Sur la hiérarchie, par exemple, ici, la hiérarchie est respectée. Mais je vous assure, il n'y a aucune charité entre le haut et le bas. Hein. Le bas déteste son haut et le haut méprise son bas, mais ça se passe bien parce que, en gros, bon, déjà, on donne un peu de l'argent à tout le monde, donc ça passe, il y a la clientèle. Et puis, deuxièmement, les jeunes se disent, bon, de toute façon, tant que les gens en haut crèvent, et nous, on devra plus vieux et on pourra aussi exploiter les jeunes, vous voyez. Alors, je veux dire, enfin, c'est terrible ce que je suis en train de dire, mais si vous voulez, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il y a cet ordre naturel. Mais cet ordre est vraiment... ça fonctionne, hein, mais... voilà, c'est comparé. Et le problème, c'est qu'on a cette illusion en France que comme il y a cette histoire de 1000 ans de christianisme, vraiment, on va dire 1000 ans d'institutions chrétiennes, même pas plus de christianisme et d'institutions réellement chrétiennes, on a oublié en fait le paganisme. Et on peut croire qu'on peut faire du christianisme sans christianisme parce qu'on l'a pas vécu, parce que ça nous semble naturel ces 1000 ans-là, et en fait c'est pas naturel du tout cette charité. Et bon, et il se trouve que voilà, j'espère qu'on va pas le découvrir à nos dépens. Mais je pourrais prendre un exemple aussi. Vous voyez, en fait, c'est la justice sans la charité, c'est-à-dire que c'est Lévi-Strauss qui décrivait ça pour les peuples primitifs en Amérique du Sud. C'est le don contre don. Rien n'est gratuit en pays païen. Rien n'est gratuit. Et quand on est étranger au début, quand j'arrivais ici, on pouvait avoir l'impression que les gens étaient charitables, mais en fait, après on a découvert que c'est pas du tout le cas. C'est que juste comme on est étranger et qu'au Japon, l'étranger est bien vu, enfin l'occidental, hein, pas le chinois, hein, pas le coréen, lui c'est de l'humilité. Mais par exemple, vous êtes avec un japonais, vous êtes son faire-valoir. Donc par exemple, s'il y a un japonais qui vous fait visiter un truc, vous avez l'impression qu'il le fait gratuitement parce qu'il vous donne rien, mais en fait, juste le fait d'être avec lui, vous êtes son faire-valoir. Mais ça, on se rend pas compte au début, il faut se prendre quelques petites pancartes dans la tête et après on s'en rend compte. Mais c'est vraiment un truc païen, c'est pas japonais ou pas japonais, c'est un truc païen, c'est-à-dire que c'est don contre don. Il n'y a pas de gratuité véritable. Alors on avait une question sur l'assimilation qui est un procédé républicain, et donc de vouloir convertir les musulmans vivant en France pour légitimer leur présence sur notre sol, n'est-ce pas le même procédé utopiste? Non, c'est-à-dire que le mot assimilation et républicain, nous sommes tout à fait d'accord, et voulait assimiler à quelque chose qui était par l'école et tout ça. Évidemment, ça c'est pas du tout légitimiste, hein. C'est pas du tout ce dont je veux parler. Ici, c'est juste une question de charité. Il faut partager la vérité du Christ, puisque si on est catholique, on sait que c'est la seule façon d'aller au paradis, et que c'est la fin pour laquelle on a été créé, hein. Voilà, donc ça c'est une vérité surnaturelle qui est révélée et qu'on peut pas prouver, donc il faut un acte de foi. Mais quand on a la foi, on a cette vérité-là, et on sait que notre fin est pour Dieu. Donc c'est juste une question de charité, c'est juste scandaleux. On peut pas ne pas donner cette vérité à tout le monde, pas que les musulmans d'ailleurs, mais d'abord les musulmans. Et c'est comme ça que dans l'histoire, de toute façon, ça se passait. On essayait, c'est pas... Si vous voulez, c'est pas régler le problème par tout le monde va devenir catholique. Non, c'est proposer la vérité. Il y en a qui l'accepteront, il y en a qui l'accepteront pas. Et voilà, c'est ce que je disais. Il faut pas réfléchir en blanc et noir. Il faut avoir des principes d'action, si vous voulez, et après les appliquer à la réalité.
Mais si vous voulez, on est dans un système à la fois contre nature et contre surnature, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on fait tout qui va contre nature, donc plus de justice, on punit pas les crimes, on propose de désordre à la place de l'ordre, en fait. Mais aussi contre surnature, c'est-à-dire qu'on ne propose pas la nature spirituelle, on ne propose pas la vérité. Alors, donc c'est pour ça qu'il faut une restauration dans l'Église et dans l'État, et par la royauté. Et la royauté très catholique qui fait un peu le pont entre les deux. Mais ceci dit, il n'y a pas de solution miracle. Ça va être dur. On va en baver, il y aura des larmes et du sang. Je vois pas comment on peut passer autre même les miracles, hein. Il faut pas même quand il y a eu Sainte-Jeanne d'Arc, il n'y avait que des catholiques en France. Il y en a eu des guerres, hein. Il y en a eu du sang qui a coulé. Elle a brûlé sur un bûcher. Il faut pas croire que ça va se faire comme ça, bisounours, on est content, et puis soit tout le monde se barre chez soi. Non, ça se passe. Il y aura du sang et des larmes, ça c'est sûr. Mais la question c'est dans quelle optique ça va être fait. Si c'est dans l'optique révolutionnaire, ça sera l'extermination de tout le monde par tout le monde, à la païenne, quoi. Ou dans l'optique chrétienne, c'est juste pour rétablir la justice quand il faut utiliser la force, et sinon on est charitable et on ne hait pas l'autre, on hait juste les vices ou les erreurs dans l'ordre intellectuel ou les vices dans l'ordre moral, mais on ne hait pas les personnes. On aime les personnes et c'est pour ça qu'on va leur apporter la vérité, justement. C'est juste en imitation de Jésus-Christ. Mais en même temps, et Jésus-Christ a viré les gens du temple. Enfin, la justice doit être respectée. Ça, normalement, c'est la base. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si je peux reprendre la comparaison justice-charité, c'est dans un monde païen, il n'y a pas de charité, mais la justice, même si elle peut être fausse sur certains aspects, la justice de base est respectée, quoi. Mais tellement respectée que ça devient extrêmement dur et très froid. Donc, évidemment, pas des simulations républicaines. C'est juste une question d'équilibre et de justice irriguée par la charité chrétienne, en fait, hein. Et si on ne revient pas à une politique qui sont fondées sur ces principes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Toute solution sera forcément mauvaise dans un cadre républicain. Et ce que nous, légitimistes, on essaie vraiment de faire comprendre, c'est-à-dire que, plus que la solution particulière au début, c'est que n'importe quelle solution dans le cadre républicain actuel ne peut que devenir mauvaise. Si vous voulez, c'est un peu pareil pour l'éducation, je pense à cet exemple-là. Disons qu'on apprend de la vraie histoire, mais sur un monde républicain où on apprend tout le monde la même chose dans les écoles républicaines, ça serait mauvais parce qu'on impose, en fait, on fait, même si le contenu historique serait pas mal, on utilise une méthode républicaine. Et pour terminer, je propose de terminer par une très courte prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sous votre miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Nos prières, ne les méprisez pas dans les nécessités, mais du danger, délivrez-nous, seul pur, seul béni. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous remercie pour votre attention.